Je vais commencer par vous remercier d'être venu vers moi pour prendre des informations concernant mon exil forcé. Je crois qu'il y a eu deux faits qui ont justifié ou qui ont causé mon exil. Le premier, lors de la dernière campagne présidentielle, au niveau de la presse, il s'est formé, si vous voulez, deux camps. Un camp qui avait soutenu le candidat du pouvoir, Ali Bongo Ondimba, et un camp qui avait soutenu Jean Ping. Et malheureusement, à un moment, notre rédaction, à travers moi, a été lourdement sollicitée pour faire de la publicité pour le candidat Ali. Moyen effectivement paiement. C'est autorisé parce que j'ai vu quelque part qu'il y a des journaux qui ont pris l'argent à gauche et à droite pour faire de la campagne alors que ce n'est pas autorisé. Les publics reportages, la couverture médiatique pendant la campagne sont autorisés et c'est payant. Donc, je dis malheureusement dire non à cela. Pas de gaieté de cœur parce que nous tous voulons de l'argent. Mais sauf qu'au Gabon, vous avez ceci, c'est que la population ne regarde pas toujours d'un bon œil tous ceux qui soutiennent le régime en ce moment. Or, nous n'ayons pas de subvention, nous vivons uniquement du lectorat gabonais. C'est-à-dire qui achète notre journal tous les matins. Donc, et ce lectorat-là n'aime pas voir dans vos pages, si vous voulez, une image ou la bouille de l'actuel chef de l'État, surtout lorsque vous parlez de lui en bien. C'est comme ça qu'à contre-cœur, j'ai dû refouler ceux qui sont venus pour solliciter ces pages-là. Mais comme vous le savez, là-bas, on n'aime pas trop bien les gens qui disent non au pouvoir. Et je pensais qu'à ce niveau-là, je m'étais déjà mis le pouvoir à dos, sans le savoir. Et puis, entre-temps, un ami, agent à la GR, passe par un contact pour dire est-ce qu'un de nos officiers peut parler dans votre journal? Il y a des choses à dire par rapport à ce qui s'est passé au QG de Jean Ping. Bon, j'ai d'abord pris peur parce que dans ce pays, la GR et la presse, donc la garde proche du pouvoir, n'ont jamais fait bon ménage. J'ai demandé conseil aux gens de la rédaction qui m'ont dit écoute, prends uniquement des dispositions, mais on ne refuse pas l'appel, surtout dans une période aussi sensible. J'ai pris des dispositions. La rencontre a finalement eu lieu à un endroit discret, à une heure très tardive de la nuit. J'ai rencontré mon interlocuteur qui a pris mes téléphones et l'interview devait se faire, non pas enregistrée, mais uniquement question-réponse en saisissant directement l'ordinateur. Parce qu'il tenait à sa vie et il tenait donc à la confidentialité de sa personnalité. Il a fait un certain nombre de révélations, il a donné un certain nombre de noms qui, avec du recul, ont certainement gêné le pouvoir parce que c'était quand même des gens assez introduits au niveau du pouvoir et des réseaux de renseignement. Dès la sortie de ce numéro-là, les menaces ont commencé. Les menaces ont commencé par téléphone. Et malheureusement, la veille, le jour du bouclage donc, je perds ma grand-mère ici qui était gravement malade. Et lorsque le journal sort, je ne vais pas chez moi, je vais à la maison mortuaire. Pendant que je me trouve à la maison mortuaire, les voisins m'appellent pour prendre ma position. Je leur fais savoir que je suis à la maison mortuaire, j'ai perdu une grand-mère. Ils m'ont dit, ah, étant resté là-bas un moment, il y a des gens en cagoule qui viennent de circuler devant chez toi. On a l'impression qu'on te cherche. Bon, je me dis, me rechercher, mais après je fais le rapport avec l'article qui est sorti. Parce qu'à un moment, je me dis que peut-être qu'il cherche aussi M. Libama, qui est mon voisin. Donc, d'ailleurs, après, j'appelle M. Libama. Il me dit, il a dormi chez lui, apparemment, il lui est arrivé. J'ai dit, ah, les voisins viennent m'informer de la présence chez moi des gens en cagoule. Donc, je suis resté à la maison mortuaire. Le lendemain, je vois toujours à la maison mortuaire, un collaborateur qui habite vers chez moi s'arrête pour pouvoir me prendre. Mais je ne suis pas là. Il m'appelle pour également s'acquérir de ma position. Je lui dis que j'ai un deuil et je suis à la maison mortuaire. Il me dit, ah, tu fais bien là-bas, il y a une double cabine garée devant chez toi et je vois qu'il y a des gens en cagoule dedans. Bon, ça m'inquiète quand même parce que la loi sur la presse, nous la connaissons au bout de doigt, ce soit le droit de réponse, ce soit une citation directe, ce soit une plainte au CNC. Mais on n'arrête pas les journalistes comme ça parce qu'on est content ou pas content, surtout avec des gens cagoulés. Qui y sont? Pourquoi ils sont là? Le délit de presse, lorsque vous avez commis un délit, on ne cherche pas à savoir si vous avez
une source qui vous a donné l'information, on vous pose la question, la simple question, est-ce que vous avez la preuve? Vous l'avez, vous la produisez, les fractions tombent, vous ne l'avez pas, vous êtes condamné. Mais on n'envoie pas des gens en cagoule. Donc, je restais chez les parents, à la maison mortuaire, et un ami, originaire du Haut-Togo, travaillant dans une administration assez sensible de la place, m'appelle lui aussi, par personne interposée, pour me dire, ah, écoute, petit frère, j'ai entendu parler de toi dans un certain nombre de milieux de sécurité, c'est très sensible pour toi en ce moment, essaie de te faire oublier, va même chez toi. Je prends le conseil au sérieux, quand même je ne voulais pas partir, je me retire à l'embarrané pendant un moment, je crois que ça a pris 2 semaines. 2 semaines après, la même personne m'appelle pour me dire, apparemment ça chauffe ici, on te cherche. Si tu es toujours à l'embarrané, fous le camp de l'embarrané, viens à Libreville, fais ce que tu as fait rapidement, mais on doit t'exfiltrer demain. Il faut que tu partes du Gabon demain. Si tu es encore à Libreville demain, on ne donne pas cher de ta vie. Je remonte rapidement sur Libreville, la nuit. Le lendemain, très tôt, j'étais à une réunion ici avec les collaborateurs pour voir comment le journal va fonctionner derrière moi et leur donner l'information sur mon départ. Mais j'ai une inquiétude. Je sais que je dois partir, mais je ne sais pas où je vais. Comme la personne m'appelait des numéros masqués, j'attends donc qu'elle me donne le top pour prendre plus d'informations avant de partir. Et comme je n'avais pas de sous, je termine la réunion ici vers 9 h, et vers 10 h, j'ai décidé d'aller prendre un peu d'argent à Bissig. Je me retrouve vers les milieux de la présidence, on me rappelle, petit frère, tu es à quel niveau? Je dis, je suis en ville. On me dit, écoute, rentre rapidement chez toi, tu prends ta voiture, une autre voiture t'attend au niveau de Bifoun. Ils m'ont décrit la voiture, on dit, dès que tu retournes la voiture, tu te rapproches de ceux qui sont dans la voiture, ils vont te donner la démarche à suivre. Je dis, mais je n'ai ni visa, ni argent, je fais comment? On me dit, tu n'as rien à faire à Libreville en ce moment, dis ce qu'on te dit, prends ta voiture, fais-toi accompagner, mais il faut que tu quittes Libreville maintenant. Lorsqu'on arrive sur le pont Quié, il pousse un grand soupir. Je n'ai jamais fait cette route-là, je lui pose donc la question du soupir. Il m'a dit, on n'est plus au Gabon, on est du côté de Kiossi au Cameroun. Effectivement, moi aussi je pousse un soupir. On a passé les contrôles, il fallait juste présenter la pièce d'identité et 1000 francs, vous vous laissez passer. C'est comme ça que j'ai dû atteindre le Cameroun. J'ai appelé Désiré à nouveau pour dire que j'étais au Cameroun et qu'il sache que le voyage s'est bien passé. Il m'a dit qu'il était au courant, que ceux qui de Libreville travaillaient en coordination avec lui et que je dois attendre là jusqu'à l'arrivée de mon passeport avec le visa pour Yaoundé. Et à Yaoundé, on me dira la suite. Le passeport est arrivé samedi matin et samedi 22 h, on a quitté Kiossi pour Yaoundé où j'ai passé tout le mois. Maintenant, vous me posez la question, qu'est-ce qui m'a motivé à revenir? La première chose, c'est que je n'ai pas l'habitude de fuir. Ça n'a pas été de mon éducation. Et pour cela, je m'intéresse à la chose politique à l'âge de 12 ans. Mon oncle, l'abbé Noël Ngwa, que vous avez certainement connu, est prêtre et proviseur à Bessieux. Il donne également des cours à l'UOB. Le Morena vient d'être lancé et il décide d'accompagner un certain nombre d'étudiants politiquement qui avaient décidé, après l'arrestation des pères fondateurs du Morena, à faire vivre le mouvement dans la clandestinité. Et il est arrêté ce jour-là, après les vacances de Noël, devant moi, parce qu'il avait soutenu ces événements-là. Il va être emprisonné et torturé. Ça m'a causé un choc de savoir qu'on puisse arrêter un homme de Dieu parce qu'il a parlé de la chose politique. Et lorsqu'il est sorti de prison, je continue à le suivre, à le servir. Et il m'a enseigné les vertus de courage. Un homme ne fuit pas. Donc, il était question que je renvoie à nouveau mon passeport à Libreville pour prolonger le visa et rester à Yaoundé lorsque arrivent les événements que vous connaissez par rapport aux gens des Côtes du Nord. Et j'ai posé une autre question. Et moi-même qui suis en exil, si ça arrive à mes gars, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne les expose pas à moi-même, en prenant moi-même la fuite? Et c'est là où je commence à me poser des questions, alors que mon visa est quand même en train d'arriver à expiration. Comme je n'ai pas le contact de la personne
qui a organisé mon exfiltration. J'appelle Désiré, je lui dis Désiré, dis au réseau que je vais rentrer au Gabon. Pour 2 raisons. Première raison, c'est que mon visa va bientôt expirer. Deuxième raison, avec ce qui est arrivé à tes gars, les miens vont certainement prendre peur. Si on doit m'arrêter, si on doit arriver on doit tenter ma vie à Libreville, je rentre à Libreville dimanche. Effectivement, c'était une débandade, ça appelait de partout. Non, tu vas commettre la plus grave erreur de ta vie, on t'attend là-bas, dès que tu arrives à l'aéroport, on va te prendre, ne rentre pas à la limite. Nous, on est prêts à mettre les moyens pour que quelqu'un vienne au Cameroun, prendre ton passeport, l'amener à Libreville pour le visa. Mais il n'est pas question que tu mettes les pieds à Libreville pour le moment. Pour ne pas prolonger la discussion, j'ai fait semblant que j'avais écouté le conseil, mais quand même, dimanche, j'ai pris sur moi la décision de rentrer pour pouvoir venir rassurer mes gars qui étaient en situation de fragilité ici, parce que j'estime qu'un patron de presse ne doit pas fuir et laisser ses collaborateurs en insécurité. Voilà ce qui a justifié mon départ et a justifié mon retour. Donc vous pensez que